Toute l'actualité du continent africain, c'est tout de suite sur France 24. Ravi de vous retrouver dans votre journal de l'Afrique aujourd'hui. Dernier jour de campagne en République démocratique du Congo. Présidentielle, législative, provinciale et municipale se dérouleront mercredi. Nous y consacrons une large page dans cette édition. Bilan et enjeux avec notre invité, le journaliste Christophe Rigaud, fondateur d'Afrique Arabia. Incendie circonscrit à Conakry. Il s'était déclaré dimanche dans le principal dépôt de carburant de Guinée. Au moins 13 personnes ont perdu la vie. Le Sénégal et le Mali envoient des secours en renfort. Et puis en cette journée internationale dédiée aux migrants, nous nous arrêterons en Tunisie qui cette année a intercepté près de 70 000 candidats à l'immigration clandestine via la Méditerranée. C'est 2 fois plus que l'an dernier. Après un mois de meeting, c'est donc silence électoral en République démocratique du Congo. Dans 2 jours, 44 millions de Congolais seront appelés à élire leur président, leurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que leurs conseillers communaux. Aurélie Bazara-Kimangula revient sur la dernière journée de campagne dans la capitale, Kinshasa. Cette dernière journée de campagne a été rythmée par les traditionnelles caravanes des candidats qui ont défilé dans les rues de Kinshasa pour tenter de convaincre une dernière fois avant le vote. Les candidats ont eux donné leur dernier meeting, clap de fin donc de la campagne électorale qui restera marquée selon de nombreux spécialistes par des discours nationalistes, des replis communautaires mais aussi par des violences. Plusieurs affrontements entre partisans des partis politiques rivaux ont été signalés. On peut citer notamment l'épisode ultra-violent de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga où des femmes ont été tabassées et violées par des militants du parti au pouvoir en représailles au saccage de leur bureau de campagne par des militants de Moïse Katumbi. Aujourd'hui encore, la tension est montée d'un cran lorsque Jean-Pierre Bemba a accusé sur une radio locale Moïse Katumbi de préparer une fraude électorale et de tenter, je cite, de mettre le feu dans le pays. Des propos dénoncés par le clan de l'opposant. Alors des organisations internationales comme la MONUSCO se sont dites préoccupées par cette escalade de violence, d'autant qu'à 2 jours du scrutin, des incertitudes persistent sur la capacité de la commission électorale à déployer à temps le matériel électoral dans les 75 000 bureaux de vote. La CENI maintient un discours rassurant et appelle les électeurs à se rendre aux urnes le 20 décembre dès 6 h du matin. À mes côtés, Christophe Rigaud, bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur. Vous avez fondé le site Afrique Arabia qui est dédié à l'actualité en RDC. On voit la page s'afficher à l'écran. Cette campagne qui s'achève, si vous deviez la résumer peut-être en 2 mots, qu'est-ce que vous retiendrez ? Écoutez, moi je crois que c'est une campagne qui s'est relativement focalisée autour de 3 candidats. Le président sortant, le président Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, opposant, et puis Moïse Katumbi aussi opposant. C'était une campagne avec d'énormes distorsions en fait de moyens entre les différents candidats. Au départ, ils étaient 26, là ils sont plus que 19. Mais en fait, globalement, on a entendu 4 ou 5 candidats qui ont pu tenir meeting, donner leurs idées, leurs programmes. Les autres, voilà, on ne les a pas entendus. Et puis je trouve, voilà, une campagne assez décevante quand même sur le fond, parce que c'était beaucoup de promesses sur le retour à la paix, sur l'emploi, sur la construction d'infrastructures. Mais en fait, on n'en sait pas plus sur la manière dont tous les candidats vont s'y prendre pour réaliser toutes ces promesses, sachant que voilà, depuis 20 ans, le pays patine et n'avance pas vraiment. Parce qu'effectivement, l'un des scrutins, puisqu'il y en a 4, je le rappelais, qui retient l'attention, c'est évidemment la présidentielle. Et l'un de ces enjeux est aussi sécuritaire. On va parler du démocratique dans un instant, mais il est sécuritaire. On a noté ces incidents, ces violences aussi, qui planent sur la tenue du scrutin, par exemple, dans l'est de la RDC et dans l'est du pays. Donc. Oui, dans l'est du pays, clairement, le conflit va fortement peser, notamment dans 3 territoires du Nord Kivu, le Massissi, le Rutshuru et le Nyiragongo, qui, eux, n'iront pas voter, ils n'ont pas pu se faire enrôler, se faire enregistrer. Maintenant, voilà, ça sera quand même intéressant de voir comment se déroule le vote au Nord Kivu, mais aussi en Ituri, où il y a aussi des groupes armés, il y a plus de 200 groupes armés. Donc c'est vrai que ça va peser, notamment à l'Est. L'Est qui est souvent réputé quand même pour être plutôt proche de l'opposition. Justement, le président élu, quel qu'il soit, aura à même justement de ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire, mais précisément dans l'est du pays frontalier donc du Rwanda. Est-ce qu'après le 20
décembre. Après le scrutin, donc, il faudra de toute façon négocier avec le M23. C'est un petit peu ce qui se profile parce que c'est vrai que depuis maintenant le retour de la rébellion du M23 en 2021, je dirais que Félix Tshisekedi est en échec sur le dossier sécuritaire. Le nombre de groupes armés a doublé dans la zone. Il y a plus de 7 millions de déplacés internes, c'est un chiffre record. Et puis toutes les stratégies qu'il a tentées ont échoué. L'état de siège, il y a également les négociations qui n'ont pas porté leurs fruits, et même la venue de la force régionale est-africaine n'a pas ramené la paix. Donc clairement, c'est un gros dossier, et on voit bien que la solution, elle n'est pas militaire, elle ne peut pas être militaire. Pour le moment, l'armée congolaise n'a jamais réussi à faire reculer le M23. Donc on voit bien, et ça commence à se profiler un petit peu, qu'il va falloir passer par la table des négociations. C'est un petit peu tôt pour que Félix Tshisekedi le reconnaisse, mais on voit bien qu'il y a la médiation américaine qui est intervenue entre le Rwanda et la RDC, et que de toute façon, cela se terminera autour de la table des négociations. Alors le président sortant, justement, Félix Tshisekedi, c'est jamais une position facile d'être président sortant. Qu'est-ce qu'il peut mettre à son actif, à son bilan pour convaincre? Alors convaincre, c'est terminé, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il peut mettre à son bilan, Félix Tshisekedi? Écoutez, assez peu de choses. Il y a, je dirais, sa grande réalisation qui est la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité aussi d'accès à la maternité. Il y a son programme aussi des 145 territoires qui a commencé, mais un petit peu tardivement, je dirais, qui est la construction d'infrastructures un petit peu partout dans la province. Mais en fait, ce que dit la majorité, ce que dit, je dirais entre les lignes, Félix Tshisekedi, c'est de lui donner un petit peu plus de temps qu'il n'en a eu, parce que c'est vrai que ces 2 premières années au pouvoir, eh bien, c'était une cohabitation avec le FCC de Joseph Kabila, et donc il n'a pas eu assez de temps. Mais c'est vrai que les réalisations sont assez maigres en termes de corruption, par exemple, qui était l'une de ses très grandes promesses. Certes, il y a eu des procès retentissants, il y a eu des personnes condamnées, mais très vite, ces personnes se sont retrouvées en liberté. Donc il y a peu de réalisations. Sur les conditions de vie, elles ne se sont pas vraiment améliorées. La Banque mondiale dit qu'il y a toujours 70% des Congolais qui vivent avec $2 par jour. Il y a une forte inflation. Là, sur ce côté-là aussi, il a beaucoup à faire. Merci beaucoup, Christophe Rigaud. Je rappelle que vous êtes journaliste, réalisateur, fondateur du site Afrique Arabia. Alors sans moyens, parfois sans militants, mais pas sans embûches. Ils ont tout de même fait le choix de faire campagne pour le scrutin de mercredi. Ces petits candidats, comme on les appelle, qui savent que face aux favoris, il était difficile de s'imposer sur la scène politique. Aurélie Bazaraki-Bangoula est partie à la rencontre de certains d'entre eux. Reportage. Des chants pour s'encourager. Ces militantes soutiennent Joëlle Billet, une figure issue de la société civile. Pour battre campagne, elle a décidé de s'appuyer sur des relais. Il faudrait que Ici, on est loin des meetings gigantesques des candidats favoris. Joëlle Billet n'a pas les mêmes moyens financiers et n'a pas le choix. Elle doit faire campagne autrement. Elle compte sur ses bénévoles pour diffuser son message. Chaque militant, chaque partisan qui doit venir, on dépense sur lui un minimum de $20. Et pour moi, ce n'est pas honorable. Et j'aimerais voir qu'une maturité politique se fasse sans appât. Elle avait décidé de se présenter pour la première fois à l'élection présidentielle, mais elle a finalement décidé de se rallier au président sortant Félix Tshisekedi, qui brigue un second mandat. À quelques kilomètres de là, Rex Kazadi organise, lui, ses derniers jours de campagne dans un garage routier. Sa stratégie, occuper le terrain en déployant une caravane dans les rues de Kinshasa. Vous voyez, un 40 tonnes avec du monde dedans, dans la ville, on va en avoir 2 ou 3. Donc toute la journée, on va se faire remarquer, évidemment. Donc on fait avec les moyens du bord. Lui non plus n'a pas d'énormes moyens financiers. En campagne, les postes de dépenses les plus importants sont les meetings, les tracts et les déplacements. Dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés dépourvu d'infrastructures. Il compte donc sur les économies familiales et les dons pour se débrouiller comme il le peut. C'est une démocratie pour les gens qui ont les moyens. Donc vous remarquerez que ceux qu'on entend le plus parler sont ceux qui ont mis énormément de cash dans ces élections. Et ça ne veut pas dire que ce sont les plus compétents, évidemment.
Face aux favoris, ils savent qu'il leur sera difficile de s'imposer, surtout que la loi ne fixe aucune limite de dépenses pour la campagne électorale. Les spécialistes estiment que les candidats doivent mobiliser au minimum 5 millions de dollars pour organiser des meetings dans chacune des 26 provinces du pays. Et voilà pour cette page consacrée donc au scrutin de mercredi, au scrutin avec un S de mercredi en RDC. Ne manquez pas évidemment demain notre rendez-vous spécial depuis Kinshasa, la capitale, aux côtés de Myriam Amellal. Rendez-vous édition spéciale donc du Journal de l'Afrique dès 21h30 heure de Paris. Dans l'actualité africaine également, ce bilan lourd, au moins 13 morts et plus d'une centaine de blessés. Le principal dépôt d'hydrocarbures de Guinée a pris feu. L'explosion a eu lieu dimanche soir dans le quartier d'affaires de la capitale, Conakry. L'appel à la solidarité lancé par le président de transition a, semble-t-il, été entendu. Sur place, Malik Diakité et Sarah Sako. Sur le parvis de la grande mosquée de Conakry, un centre de collecte de sang a été installé d'urgence. Depuis ce matin, les volontaires affluent pour venir en aide aux blessés de l'explosion de la veille. Salimatou n'a pas hésité quand elle a eu vent de l'initiative. Le mot solidarité, qui faisait partie de notre devise, là, ça rentre en compte. Tout le monde est là, mobilisé pour les venir en aide. Vous allez vous asseoir dans la chaise là, on va prélever l'autre. Hein? L'équipe espère pouvoir traiter le sang collecté dans la journée. Il sera ensuite distribué aux structures où les blessés ont été admis. Oui, la demande est énorme, donc nous sommes en train d'appeler de gauche à droite. Il y a des gens qui viennent quand même pour vraiment aider les frères guinéens. Là, vous voyez déjà, c'est rempli quand même. Une épaisse fumée était encore visible en début d'après-midi. À Koronti, le quartier le plus proche du dépôt de carburant qui a explosé, les habitants ne sont toujours pas remis du choc. Pratiquement, en tout cas moi, dans ma chambre, en tout cas tout est gâté. La déflagration s'est fait sentir sur plusieurs kilomètres, brisant les vitres et secouant les immeubles. Cette pharmacie est méconnaissable. Regardez, tout est tombé, les vitres, tout est parti. Regardez. On n'a pas pu dormir. Et puis il y a aussi un de nos collègues qui est blessé, qui était couché à l'étage. Et les vitres sont tombées sur lui. Toute la nuit, les blessés ont afflué vers les deux grands hôpitaux du centre-ville. Le ministre de la Santé s'est de son côté voulu rassurant. Tout le personnel médical est mobilisé et tous les moyens sont mis à disposition. Et pour cela, je précise que la prise en charge est intégralement gratuite. La cause de cet incendie reste encore à déterminer. 69 963, c'est le nombre de migrants que les autorités tunisiennes ont interceptés cette année alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe via la Méditerranée. Quasiment le double de l'an dernier. La politique répressive que mène à leur égard la Tunisie et les conditions d'accueil précaires n'entament pas leur détermination. Reportage de Lilia Blaise et de Hamdit Lili. En périphérie de la ville de Sfax, à l'est du pays, des centaines de migrants vivent dans ces oliveraies, dans des campements de fortune. Ce dimanche, sous une averse, quelques-uns acceptent de nous raconter leur quotidien. Tout ici, c'est plusieurs pays qui sont rassemblés ici. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Guinée. Bon, nous sommes venus se débrouiller pour partir sur l'Italie. Cette région est connue pour être la principale zone des départs irréguliers vers l'Italie. Mais ces derniers mois, les autorités tunisiennes ont renforcé les contrôles. Beaucoup ont été chassés du centre-ville de Sfax après des campagnes sécuritaires en septembre dernier. Comme Nadège, ivoirienne, qui nous emmène dans sa tente, où les fuites d'eau sont continues. En ce moment, ça coule partout. C'est ça qu'elle a là. On a un problème de dortoir. On nous refuse de nous donner des maisons. Donc, on ne peut pas rester aussi en ville. On est obligé de venir ici pour se réfugier. Depuis un discours très polémique du président tunisien en février dernier contre la migration irrégulière, les subsahariens ne peuvent plus louer de logement ni trouver un travail, faute d'être en règle. Beaucoup sont condamnés à vivre dans la rue, comme ici dans la capitale, où des Soudanais se sont installés dans un parc depuis 2 mois. Viens voir, regarde là, on fait la vaisselle à côté des poubelles. Ici, c'est là où les gens se douchent. Il y a des moustiques partout. Personne n'est à l'abri des maladies. La plupart sont enregistrés comme demandeurs d'asile auprès du Haut Commissariat des Nations Unies en Tunisie.
Mais débordés par les demandes, les associations et représentations onusiennes ne parviennent pas à répondre à tous les besoins. Pour Phillips, c'est la désillusion totale. Nous, notre peur principale, c'est d'être arrêtés et reconduits aux frontières algériennes et libyennes. C'est déjà arrivé à certains ici. On pensait venir dans un état de droit où l'on pouvait demander refuge, mais ce n'est pas le cas. Entre juillet et août, près de 1500 migrants avaient été emmenés de force et refoulés aux frontières libyennes et algériennes. Une politique qui n'a pas empêché le flux migratoire, qui continue jusqu'à aujourd'hui via ces mêmes frontières. Fin de cette édition. Dans un instant, le reste de l'actualité internationale avec Claire Hildebrandt. Retour du Journal de l'Afrique à 22h45. À tout à l'heure.